Il y a une vidéo. Elle dure moins de 4 minutes. Elle a été visionnée plus de 100 millions de fois. Mais ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est ce qui se passait juste avant que la caméra s'allume. Ce que personne n'avait filmé. Ce que cet homme avait traversé pour arriver là, debout, sur cette scène improvisée, devant une foule qui ne le regardait même pas encore. Son nom était Vincent Moreau. Il avait 53 ans. Il dormait dans les rues de Lyon depuis presque 2 ans. Et ce matin-là, le 14 novembre, il allait faire quelque chose que personne n'attendait. Quelque chose qui allait paralyser une foule entière. Quelque chose que lui-même n'avait pas planifié. Mais pour comprendre ce qui s'est passé sur cette place ce jour-là, il faut d'abord comprendre ce que Vincent avait perdu. Et pourquoi, depuis des années, il avait refusé de chanter. Vincent Moreau n'avait pas toujours dormi sur les trottoirs. Il y a 15 ans, il vivait dans un appartement de 3 pièces dans le 6e arrondissement de Lyon, avec une vue sur les toits rouges et les antennes qui pointaient vers un ciel toujours un peu gris en novembre. Il avait une cafetière qui faisait trop de bruit le matin, un chat nommé Bartok comme le compositeur et une voix. Une voix extraordinaire. Pas extraordinaire dans le sens vague qu'on utilise pour être poli. Extraordinaire dans le sens scientifique du terme, hors du commun. Hors de ce qu'on entend dans une vie ordinaire. Vincent avait étudié le chant lyrique au Conservatoire national supérieur de musique de Lyon pendant 6 ans. Il avait une formation de ténor. Ses professeurs le décrivaient comme quelqu'un qui possédait ce que les musiciens appellent la résonance naturelle. Une capacité à projeter le son sans effort apparent, à remplir une salle sans micro, à toucher quelque chose dans le corps de l'auditeur avant même que son cerveau ait eu le temps de comprendre ce qu'il entendait. Il avait chanté dans des salles modestes, des théâtres régionaux, des concerts associatifs. Il n'était jamais devenu célèbre, la carrière lyrique est difficile, les financements incertains, la concurrence immense, mais il était respecté, aimé de ceux qui le connaissaient. Et il avait une fille, Camille. Elle avait 12 ans quand tout a commencé à s'effondrer. La première chose qui est tombée, c'est le contrat avec l'Opéra de Lyon. Restructuration budgétaire. Les artistes indépendants étaient les premiers à disparaître des listes. Vincent avait accepté cela avec une certaine dignité. Les crises dans les institutions culturelles, il connaissait. Il trouverait autre chose. Il y avait des cours particuliers à donner, des événements privés, peut-être un poste d'enseignant dans une école de musique. Mais la deuxième chose qui est tombée, c'est sa femme, Isabelle. Pas d'une maladie, pas d'un accident, d'une décision lente et douloureuse, prise sur plusieurs mois, nourrie par l'inquiétude financière, par la distance émotionnelle que Vincent creusait sans s'en rendre compte quand les difficultés s'accumulaient, par une incompréhension mutuelle qui avait grandi en silence. Le divorce avait été prononcé 18 mois après la perte du contrat. Camille était restée avec sa mère. Vincent voyait sa fille le week-end. Puis, 2 week-ends par mois. Puis les visites s'étaient espacées, pas par décision judiciaire, mais par une série de petits renoncements, d'occasions manquées, de honte accumulée. La honte de ne plus pouvoir offrir grand-chose. La honte d'un appartement de plus en plus vide, de plus en plus sombre. Il avait arrêté de chanter exactement 3 semaines après le dernier dimanche qu'il avait passé avec Camille. Ce jour-là, elle avait 12 ans et demi. Elle lui avait demandé de chanter quelque chose pour elle, comme il faisait quand elle était petite, avant que tout se complique. Elle s'était assise sur le canapé avec ses genoux remontés contre la poitrine, ses yeux sombres tournés vers lui avec une confiance qu'il ne méritait pas. Il avait ouvert la bouche. Et rien n'était sorti. Pas l'absence de notes. Pas une voix brisée. Juste le silence. Comme si quelque chose s'était verrouillé à l'intérieur, une porte qu'il ne savait plus comment ouvrir. Comme si la musique avait décidé, elle aussi, de partir. Camille n'avait rien dit. Elle avait simplement hoché la tête, lentement, comme si elle comprenait quelque chose que lui ne comprenait pas encore. 2 semaines plus tard, Isabelle avait demandé à suspendre les visites, pour un temps. Pour que Camille puisse se stabiliser. Pour que la situation soit plus claire. Vincent n'avait pas contesté. Il aurait peut-être dû. La descente avait pris 3 ans. Pas d'un coup. Jamais d'un coup, pour ces choses-là. C'est ce que les gens ne comprennent pas quand ils regardent quelqu'un dormir dans la rue. Ils imaginent une catastrophe soudaine, un séisme unique. Mais la réalité, c'est une accumulation. Un loyer en retard. Puis, 2. Une aide sociale pour laquelle on n'a pas déposé le bon formulaire au bon moment. Un numéro de téléphone qui ne fonctionne plus, donc plus de rappels pour les entretiens d'embauche. Un sac volé dans un foyer d'urgence avec les papiers d'identité dedans. Et sans papier, plus d'accès à certaines aides. Et sans aide, plus d'adresse. Et sans adresse,
plus de droit à certains services. Le cercle se referme avec une logique implacable et silencieuse. Vincent Moreau avait passé sa première nuit dehors en janvier. Il faisait -7 degrés. Il avait trouvé un abri sous un pont sur les quais de Saône. Il y avait d'autres personnes là. Personne ne lui avait parlé ce soir-là. Il n'en avait pas besoin. Les mois qui avaient suivi étaient flous dans sa mémoire, une succession de nuits plus ou moins froides, de journées à chercher des places dans les centres d'hébergement, de queues silencieuses devant des distributions de repas, de visages qui changeaient, de quelques visages qui revenaient. Il avait appris les règles non écrites, les endroits où l'on vous laissait tranquille, les endroits où il ne fallait pas aller seul après la tombée de la nuit, les horaires des maraudes, les prénoms des bénévoles qui méritaient la confiance. Il n'avait pas chanté une seule fois pendant ces 2 années. Pas une note, pas même en fredonnant distraitement. Comme si cette partie de lui avait décidé de se mettre en hibernation ou de mourir, il ne savait plus très bien. Ce qui est certain, c'est que quelque chose avait changé en lui au fil de ces mois. Pas dans le sens d'un effondrement, il n'avait jamais perdu la conscience de lui-même, jamais glissé dans les addictions qui détruisent certains plus vite que le froid. Mais quelque chose s'était durci. Une carapace invisible que la rue impose et qu'on met du temps à reconnaître sur soi-même. Il ne demandait plus rien à personne. Pas de l'argent, pas de la sympathie, pas de la pitié, pas même un regard. Il avait appris à rendre invisible non seulement son corps assis contre un mur, dans un angle mort du regard des passants, mais aussi ses émotions, ses désirs, sa voix intérieure. Jusqu'au 14 novembre. Ce matin-là, Vincent s'était réveillé sur un banc de la place Bellecour, la grande place centrale de Lyon, vaste et venteuse, entourée de ses façades haussmanniennes et de son équestre Louis XIV dressé au milieu. Il avait dormi moins de 3 heures. Le froid était revenu depuis une semaine, ce froid de mi-novembre qui n'est pas encore l'hiver officiel mais qui le préfigure avec cruauté. Il avait dans son sac une bouteille d'eau à moitié vide, un sandwich donné par la maraude de la veille, une vieille veste polaire dont la fermeture éclair ne fonctionnait plus, et un livre de poche, Les Misérables de Victor Hugo, trouvé dans une boîte à livres près de la préfecture. Il en était à la moitié. Il s'était levé, avait replié sa couverture de survie avec les gestes précis de quelqu'un qui a appris à ne pas perdre de temps, et avait regardé la place se remplir lentement. Un marché de Noël précoce s'installait. Des commerçants montaient leurs chalets en bois. Des guirlandes lumineuses étaient accrochées entre les lampadaires. Il y avait une petite scène, rien d'imposant, une estrade de bois d'environ 2 mètres de large et un micro sur pied, sur laquelle des bénévoles d'une association testaient le son pour un événement caritatif prévu l'après-midi. Vincent avait regardé tout cela depuis son banc. Il ne s'est pas lui-même expliqué ce qui s'est passé ensuite. Il dit simplement, dans les interviews qui suivront, parce qu'il y aura des interviews, qu'à un moment donné, il a vu le micro. Et que le micro a semblé lui parler. Pas au sens mystique du terme. Juste une impulsion. Comme quand on est debout au bord d'une falaise et qu'on ressent pendant une fraction de seconde l'envie de sauter. Non par désespoir, mais par une curiosité vertigineuse sur ce que ça ferait. Il s'était levé. Il avait traversé la place. Il s'était approché de la jeune femme qui testait la sono, Léa, 26 ans, bénévole pour l'association Voix du Cœur, et il lui avait posé la question. Simplement, sans préambule. Puis chanter. Léa, selon son propre témoignage, avait d'abord regardé Vincent avec la prudence instinctive qu'on développe dans ce genre d'environnement, la place Bellecour, en novembre, avec un marché qui s'installe et des gens vulnérables qui traînent parfois. Elle avait vu l'état de ses vêtements. Le sac usé. Les chaussures dont la semelle commençait à se décoller d'un côté. Elle dit qu'elle avait été sur le point de dire non. Pas par méchanceté. Par réflexe de protection de l'événement, par inquiétude pratique, si elle laissait monter sur scène quelqu'un qui n'était pas programmé, son responsable allait lui faire une remarque, et puis que se passerait-il si l'homme était instable, si ça tournait mal. Mais elle dit aussi qu'il y avait quelque chose dans les yeux de Vincent. Pas de la supplication, pas de l'agressivité. Quelque chose d'autre. Quelque chose de calme et de profond, comme une mer par beau temps lisse en surface, mais avec en dessous une quantité d'eau dont on ne peut pas voir le fond. Elle lui avait demandé, « Vous chantez quoi ?» Il avait répondu, « Nessun Dorma ». Nessun Dorma, l'air le plus célèbre de Puccini. Le grand air du 3e acte de Turandot. L'aria que les ténors du monde entier utilisent comme étalon de mesure. Celui que Pavarotti avait transformé en hymne universel. Celui dont les 3 dernières notes, Vincerot, 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 provoquent depuis 100 ans quelque chose de presque physique dans la poitrine des auditeurs.
Léa avait regardé cet homme en vêtements usés debout devant elle sur la place Bellecour. Et elle avait dit « D'accord ». La foule n'était pas énorme à ce moment-là. Peut-être 200 personnes dispersées sur la place. Des gens qui faisaient leurs courses, des touristes qui photographiaient la statue, des familles avec poussettes, des groupes de lycéens. Personne ne regardait vers la scène. L'événement officiel était prévu pour 2 heures de l'après-midi. Il était 11h30 du matin. Vincent était monté sur l'estrade. Il avait ajusté le micro. Ses mains ne tremblaient pas. C'est l'une des choses que Léa remarquera après coup. Ses mains étaient parfaitement stables. Comme si quelque chose de très ancien en lui reconnaissait cet endroit. Pas cette scène précise, pas cette place précise. Mais cet endroit, devant un micro, avec du vide autour et la promesse d'un son. Il avait fermé les yeux une seconde. Et puis il avait chanté. La première note. Juste la première. Nessun dorma. Nessun dorma. Les gens qui étaient présents ce jour-là décrivent tous la même chose avec des mots différents. Certains disent qu'ils se sont retournés sans savoir pourquoi. D'autres disent qu'ils ont arrêté de marcher comme si leurs jambes avaient décidé à leur place. Une femme, dans une interview, dira qu'elle a ressenti quelque chose dans la poitrine, comme une main qui serre doucement, pas pour faire mal, pour tenir. La voix de Vincent remplissait la place. Non pas à cause du volume, bien que le micro amplifie correctement, mais à cause de quelque chose d'intraduisible. Cette résonance naturelle dont ses professeurs avaient parlé 20 ans plus tôt n'avait pas disparu. Elle s'était peut-être même approfondie, comme si 2 années de silence et de souffrance avaient ajouté des couches à sa voix, des strates de vécu que la technique seule ne peut pas produire. Les gens s'approchaient, pas en courant, en marchant lentement, comme attirés par quelque chose qu'ils n'avaient pas demandé à ressentir. En 30 secondes, une centaine de personnes avaient convergé vers l'estrade. En 1 minute, ils étaient 200, puis 300. La place Bellecour, qui est immense, commençait à se remplir d'un silence inhabituel. Pas le silence d'un bâtiment vide. Le silence d'une foule qui retient son souffle collectivement, ce phénomène rare où des centaines d'individus cessent en même temps de penser à eux-mêmes pour n'écouter plus que ce qui vient d'eux. Un lycéen avait sorti son téléphone. Puis un autre. Puis une femme avec un manteau rouge. Puis la moitié de la foule. Il faut comprendre ce que Nessun dorma dit. Nessun dorma, que personne ne dorme. C'est la voix du prince Calaf, dans l'opéra de Puccini, qui chante dans la nuit froide de Pékin. Il a posé une énigme à la cruelle princesse Turandot. Si elle découvre son nom avant l'aube, il mourra. S'il garde son secret jusqu'au lever du soleil, elle devra l'épouser et adoucir son cœur. La princesse a ordonné que personne ne dorme dans la ville. Que tous cherchent le nom du prince sous peine de mort. Et lui chante, dans le froid de la nuit. Seul, avec une certitude absolue. Vincerot, je vaincrai. Pas, peut-être. Pas, j'espère. Pas, si tout se passe bien. Vincerot, futur. Affirmatif. Absolu. Quand Vincent chantait ces mots sur la place Bellecour, debout dans ses vêtements usés avec ses chaussures dont la semelle se décollait et ses 2 années de rue dans le corps, personne dans la foule ne le savait encore. Personne ne connaissait son histoire. Personne ne savait que cet homme avait été formé dans l'un des meilleurs conservatoires de France. Que sa fille s'appelait Camille et qu'il ne l'avait pas vue depuis plus d'1 an. Que la dernière fois qu'il avait ouvert la bouche pour chanter, rien n'était sorti. Ils entendaient juste la voix. Et la voix disait tout. Voilà ce qui est arrivé à la 4e minute. Le moment où tout a changé, pas seulement pour la foule, mais pour Vincent lui-même. Parce que ce qui s'est passé à la 4e minute n'était pas prévu. Quelqu'un dans la foule avait reconnu Vincent. Pas un inconnu. Pas un ancien collègue musicien. Pas un journaliste. C'était Camille. Sa fille. 19 ans maintenant, 7 ans avaient passé depuis la dernière fois qu'il l'avait vue vraiment, depuis ce dimanche où il n'avait pas pu chanter pour elle. Elle était étudiante en première année à l'université de Lyon 2. Elle habitait en colocation à 10 minutes à pied de la place Bellecour. Ce matin-là, elle traversait la place avec son sac à dos plein de cours. Elle avait entendu la voix. Elle s'était retournée, comme tout le monde. Et elle avait reconnu son père. Debout sur une estrade. En vêtements de sans-abri. En train de chanter Nessun dorma avec une voix qui remplissait Lyon. Elle ne bougeait plus. La vidéo, celle que le lycéen avait commencé à filmer quelques minutes plus tôt, la capture dans le coin droit de l'image. On voit d'abord juste le dos d'une jeune femme aux cheveux sombres, immobile dans la foule. Puis, quand la caméra pivote légèrement, on voit son visage de profil. Elle ne pleurait pas encore. Pas tout de suite. Elle avait juste cet air de quelqu'un dont le sol vient de se dérober sous les pieds.
Pas une chute, mais la soudaine conscience que tout ce qu'on croyait savoir de sa propre vie vient d'être réorganisé par une information qu'on ne cherchait pas. Son père était là, vivant, en train de chanter. Après des mois sans nouvelles, elle avait essayé de le retrouver l'année précédente, avait demandé à sa mère, avait posté sur des forums d'aide aux proches sans-abri. Sans résultat, son père était là, à 100 mètres d'elle, en train d'interpréter Puccini sur une estrade de marché de Noël. Et sa voix que Camille n'avait plus entendue depuis ses 12 ans. Sa voix qui avait été absente de leur dernier dimanche ensemble comme une blessure ouverte qu'aucun des deux n'avait jamais nommée. Sa voix était là, plus profonde qu'avant, plus nourrie de quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore définir, mais reconnaissable au sens le plus littéral. Elle la reconnaissait, cette voix, quelque part dans son corps, avant même que son esprit ait eu le temps de confirmer. Les notes finales de Nessun Dorma approchaient. Dilga, aux notes. Tramontate, stelle. Disparu, aux nuits. Couchez-vous, étoiles. Au l'alba vinceront. À l'aube, je vaincrai. La foule le savait, même ceux qui ne connaissaient pas l'opéra, même ceux qui n'avaient jamais entendu Nessun Dorma de leur vie. Quelque chose dans la structure musicale le disait clairement. Ça montait. Ça allait quelque part. Quelque chose de grand était sur le point d'arriver. Les gens retenaient leur souffle. Les téléphones ne tremblaient plus, les bras s'étaient stabilisés d'eux-mêmes, comme si les corps comprenaient qu'il ne fallait surtout pas rater ce moment. Et Camille avait commencé à avancer. Pas en courant, en marchant vite, mais en marchant. Elle fendait doucement la foule qui s'était serrée autour de l'estrade, des gens qui s'écartaient sans savoir pourquoi. Vincent ne la voyait pas encore. Il avait les yeux ouverts maintenant, il les avait ouverts à mi-chemin de l'aria, tournés vers la foule, vers ces visages immobiles et attentifs, mais il cherchait quelque chose dans cette foule sans savoir ce qu'il cherchait. Pas une reconnaissance, pas une approbation, peut-être juste une confirmation que le son sortait vraiment, que la porte était ouverte. Vincerot. La note finale explosa dans l'air de novembre. Pas crié, pas forcé, lancé avec la puissance tranquille de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre et qui, pour cette raison précise, peut tout donner. La place Bellecour s'immobilisa. Complètement. Pas d'applaudissements immédiatement. Juste ce silence extraordinaire, 2, 3, 4 secondes, où plusieurs centaines de personnes se retrouvèrent simultanément dans quelque chose qui ressemble à de la stupeur, mais qui n'est pas de la stupeur. C'est plus proche de la reconnaissance. De ce moment où on entend quelque chose qui correspond à une douleur ou à une espérance qu'on avait oublié de nommer. Et puis les applaudissements sont arrivés. Comme un mur. Et c'est là, dans ce fracas soudain, dans cet instant de désorientation joyeuse, que Vincent baissa les yeux et vit Camille, debout devant l'estrade, à 2 mètres de lui. Les larmes coulaient sur ses joues sans qu'elle fasse le moindre geste pour les essuyer. Elle le regardait. Il la regarda. Il y eut un silence entre eux que les applaudissements n'arrivaient pas à remplir. Vincent descendit de l'estrade. Et Camille fit un pas en avant. La vidéo s'arrête là. Pas parce que le lycéen a arrêté de filmer, il a filmé encore 30 secondes. Mais dans ces 30 secondes, il n'y avait plus rien à voir pour les étrangers. Juste un homme et une jeune femme qui se tenaient debout l'un devant l'autre, et quelque chose qui se passait entre eux que la caméra ne pouvait pas capter. Léa, qui regardait depuis le côté de la scène, dira plus tard que c'était la première fois de sa vie qu'elle avait vu 2 silhouettes avoir l'air de se retrouver. Pas de se retrouver dans le sens banal de la chose, mais dans le sens profond, comme si 2 pièces d'un puzzle que personne n'avait jamais terminé étaient enfin posées l'une à côté de l'autre. La vidéo fut postée ce soir-là. En 3 jours, elle avait dépassé 20 millions de vues. En une semaine, 100 millions. Les médias s'en emparèrent. D'abord locaux, puis nationaux, puis internationaux. Des journalistes recherchaient l'identité de l'homme. Des associations lyonnaises firent le lien avec Vincent Moreau, qui était connu de certains travailleurs sociaux. Un article parut dans Le Progrès, le journal régional de Lyon, puis dans Le Monde, puis à la radio, à la télévision. Mais voilà ce que les médias ne racontaient pas. Ou plutôt, ce qu'ils racontaient mal. Parce que la vraie histoire de Vincent Moreau n'était pas celle d'un homme sans-abri qui avait une belle voix. Cette version-là était belle, accessible, facilement partageable. Elle contenait tous les ingrédients d'une histoire virale. La déchéance, le talent caché, la révélation publique. Elle était vraie dans ses grandes lignes. Mais elle laissait de côté ce qui s'était passé dans les semaines qui avaient suivi. Les semaines où Camille avait pris une décision qui l'avait surprise elle-même. Elle avait contacté une association, Toi et Voix,
fondée par d'anciens bénéficiaires de logements sociaux pour aider d'autres personnes en situation de précarité, et elle avait demandé comment on aidait quelqu'un à sortir de la rue sans l'effacer dans le processus, sans décider à sa place, sans transformer une rencontre émotionnelle en une tutelle non demandée. Parce que Camille avait 19 ans et elle était intelligente, et elle savait que l'amour filial ne suffisait pas, que ce qu'elle ressentait devant la scène ce matin-là n'effaçait pas 7 ans d'absence, que la réunification était un début, pas une solution. Elle avait dit à la responsable de l'association, « Je veux l'aider, mais je veux qu'il reste lui. Pas qu'il devienne ce que la vidéo a fait de lui. » La responsable, une femme de 50 ans nommée Claire Renard, qui avait elle-même vécu dans la rue à 30 ans, lui avait répondu quelque chose que Camille allait répéter souvent dans les mois qui suivaient. « Ce n'est pas toi qui vas le sauver. C'est lui. Ton rôle, c'est de ne pas disparaître. » Vincent avait passé les premières semaines dans un hébergement d'urgence d'un nouveau genre, pas un dortoir collectif, mais une chambre individuelle dans une résidence sociale associative, avec un accompagnement quotidien. Il avait fallu refaire les papiers, reconstituer une identité administrative que 2 ans de rue avaient rendue fantomatique. Un numéro de sécurité sociale retrouvé. Un dossier de demande de logement déposé. Un suivi médical, la rue abîme le corps de façon qu'on ne voit pas toujours de l'extérieur. Et puis il y avait eu la musique. Pas tout de suite. Pas facilement. Vincent avait rencontré plusieurs fois une musicologue bénévole de l'association, une femme prénommée Sophie, pianiste, qui avait l'habitude de travailler avec des gens dont la pratique musicale avait été interrompue par des circonstances difficiles. Elle l'avait d'abord simplement écouté parler. De sa formation. De l'opéra. De Bartók le chat. De Camille. Elle ne lui avait pas proposé de reprendre le chant. Elle lui avait demandé « Est-ce que vous voulez chanter ?» La nuance était énorme. Il avait répondu « Je ne sais plus ». Elle avait dit « C'est une réponse honnête. On peut commencer par là. » 3 mois après la place Bellecour, Vincent Moreau était sur une vraie scène. Pas une grande. Une salle de 80 places à Villeurbanne, quartier de Lyon, dans un centre culturel associatif. Un concert organisé par Toi et Voix pour lever des fonds. Billets à entrée libre, chapeau à la fin. Il avait chanté 3 airs. Nessun Dorma. Bien sûr, on le lui avait demandé, il avait accepté. Mais aussi un méfier de Schubert et un air plus obscur de Rossini qu'il aimait depuis ses années de conservatoire. Camille était dans la salle. Ils se voyaient 2 fois par semaine maintenant. Pas tous les jours, Camille avait ses cours, sa vie, ses amis. Pas selon un rituel forcé. Selon un rythme qui se construisait lentement, prudemment, avec les précautions qu'on prend quand on tient à quelque chose de fragile. Isabelle, l'ex-femme de Vincent, était présente aussi. Pour la première fois depuis des années. Pas pour se réconcilier avec lui, il n'était pas question de ça. Mais parce que Camille le lui avait demandé. Parce qu'elle voulait que les 2 personnes qui l'avaient fait existent dans la même pièce, dans la même vie, sans que l'une ou l'autre soit une menace pour qui que ce soit. C'est peut-être ça, la vraie histoire. Pas la vidéo virale. Pas les 100 millions de vues. Pas les articles dans le monde. La vraie histoire, c'est ce qui est arrivé après. La vidéo est toujours en ligne. Si vous la cherchez, vous la trouverez facilement. Elle circule encore, partagée régulièrement, ressortie à chaque fois que quelqu'un a besoin d'être rappelé que les choses peuvent changer. Dans la vidéo, on voit un homme en vêtements usés monter sur une estrade de marché de Noël et ouvrir la bouche. On voit la foule se figer. On voit une jeune femme pleurer sans essuyer ses larmes. Et on entend une voix. Mais ce qu'on n'entend pas dans la vidéo, ce qu'aucune caméra ne peut capter, c'est le silence qui précédait. Les 2 années où cette voix était verrouillée à l'intérieur d'un homme qui dormait sous un pont sur les quais de Saône. Les 7 ans qu'une fille et son père avaient perdu. La question simple posée à une jeune bénévole un matin de novembre. Puis-je chanter? Et sa réponse? D'accord. Parfois une histoire se résume à ça. Un homme qui demande la permission. Une femme qui dit oui. Et ce que ça libère en quelques secondes n'avait pas de nom avant. Mais une fois entendu, ça ne disparaît plus. Comme Nessun Dorma. Personne ne dort. Parce qu'il y a des nuits où quelque chose veut être entendu. Et quand la voix arrive enfin, même 7 ans trop tard, même sur une estrade improvisée, même devant des étrangers qui ne s'attendaient à rien, elle dit ce que des milliers de mots n'ont pas réussi à dire. Vince Rowe. Je vaincrai.